Donc, bonjour. Oui, je suis Antoine Payon, je suis journaliste au quotidien La Croix et par ailleurs auteur de certains livres qui touchent au sujet, je crois, qui vous intéresse. À notre table, nous avons, dans l'ordre alphabétique, parce que c'est dans l'ordre alphabétique aussi qu'ils vont intervenir, donc je les présente de façon très succincte, en leur laissant le soin à chacun de se représenter sous un angle qui sera pertinent, évidemment, par rapport à la thématique de notre table ronde de maintenant, dont je vous rappelle le titre, parce que ce n'est pas obligé que tout le monde l'ait en mémoire, c'est sortir de l'ère du soupçon, et il y a un point d'interrogation. Donc, Paul Cassia. Paul, vous êtes professeur de droit public, il me semble à Paris 1. Voilà. Je vous laisserai dire quelle est votre œuvre et surtout peut-être la plus adéquate à notre discussion, vous présenter un peu plus précisément. Et puis nous avons ici Pierre Lackoum, on prononce le S, Lascoum, qui est sociologue, docteur en droit, directeur de recherche honoraire, il me semble, au Centre d'études européennes et à l'Institut d'études politiques de Paris, et qui est l'auteur d'ouvrages majeurs sur la question de la corruption, des conflits d'intérêts et de ses conséquences politiques. Mais je résume au maximum. Et puis, troisième, il est au centre, Frédéric Worms, qui est philosophe, membre du Comité consultatif national d'éthique, un grand spécialiste de Bergson, entre autres, mais pas seulement, qui tout récemment a publié un livre qui interroge les pathologies de notre République, dont le titre exact est « Les maladies chroniques de la démocratie » et qui a été publié chez Desclés de Brouwer. Voilà, donc je vous laisse commencer. Chacun va faire un exposé, va dire quelque chose, et puis après, on pourra discuter entre nous tous. Je crois qu'il faut... Merci beaucoup pour que nous ayons un échange entre nous et puis avec vous. Mon exposé sera bref. De toute manière, ce que je vais dire ici, tout le monde le sait déjà, ce qui me permettra d'aller vite. Je voudrais évoquer les lois dites de moralisation de la vie politique qui ont été adoptées le 15 septembre, plutôt les bills de moralisation de la vie politique, puisqu'ils ont été signés, ces documents en grande pompe à l'américaine, donc je crois qu'on peut les appeler, c'est nos premiers bills. On avait des lois, maintenant on a des bills. Donc évoquer ces lois, leur rapport éventuel, pour savoir si elles ont permis de sortir enfin de cette ère du soupçon dans laquelle nous étions et dans laquelle peut-être nous ne sommes plus depuis que le nouveau monde a remplacé l'ancien. Alors, quelques éléments je ne me présente pas, ça n'a aucun intérêt. Quelques éléments de contexte avant d'en venir au texte des deux lois. Le contexte, s'agissant de la lutte contre la corruption et de la prévention des conflits d'intérêts. Mais ce contexte, il était profondément renouvelé par le quinquennat Hollande. Sans d'ailleurs que ce renouvellement soit envisagé en 2012. Mais comme chacun sait ici, un événement fortuit, on parlait tout à l'heure du verrou de Bercy, un événement fortuit, la mise en cause d'un ancien ministre de l'économie, puis sa condamnation désormais, a emmené le pouvoir, sous le quinquennat précédent, à opérer un renouvellement, un profond changement de la manière d'aborder la probité publique. Et ceci à partir de deux lois très importantes, très utiles, des lois du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, qui ont eu pour effet notamment de créer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors évidemment, c'est une institution qui peut être améliorée, dont les moyens peuvent être augmentés, ça tout le monde le sait, mais c'est par exemple grâce à cette institution qu'on peut connaître le traitement de Florence Parly, ministre des Armées aujourd'hui, qu'il peut y avoir au moins un filtre préalable. C'est une institution qui, me semble, est très utile. Donc, loi du 11 octobre 2013, puis la loi du 6 décembre 2013, créant le parquet national financier, puis une autre loi tout aussi fondamentale, qui est la loi du 4 février 2014,
qui interdit le cumul du mandat de parlementaire et de celui d'un exécutif local, loi qui vient d'entrer en vigueur, qui explique aussi le renouvellement à l'Assemblée nationale, et enfin d'autres lois, notamment celle du 20 avril 2016, et des différents textes réglementaires sont venus, me semble-t-il, changer de manière très profonde la lutte contre les conflits d'intérêts et l'amélioration de la probité publique. Alors dans ce contexte tout à fait nouveau, il paraissait peu vraisemblable que cette nécessité de lutter contre le soupçon revienne à la une de l'actualité dans le contexte de l'élection présidentielle. Mais deux événements ont conduit à changer la donne en la matière. L'un tient à la possible circonstance que l'épouse d'un candidat à la présidence de la République, François Fillon, pouvait avoir exercé un emploi fictif. Ces révélations faites par le Canard enchaîné en janvier 2016, en janvier 2017, ont sans doute changé la face de l'élection présidentielle et ont aussi porté, de nouveau, la question de la moralisation de la vie publique ou politique à la une de l'actualité. C'était le premier événement. Et puis un second événement est né de la candidature d'Emmanuel Macron, dont chacun ici connaît le parcours, qui est fait de mélange de public et de privé. Et cette candidature un peu particulière a été soutenue en février par François Bayrou, à la condition que Emmanuel Macron s'engage à adopter une loi de moralisation de la vie politique. Alors du coup, Emmanuel Macron, qui n'avait aucun programme le 10 février 2017, et qui n'en voulait aucun parce qu'il pensait que l'élection ne se jouait pas sur un programme, s'est mis à en construire un, et parmi les éléments de ce nouveau programme figurait la nécessité de lutter contre les conflits d'intérêts, de moraliser la vie publique, avec toute une série de propositions, sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure dans la discussion, toute une série de propositions qui devaient être mises en œuvre très rapidement après son élection. Le garde des Sceaux étant François Bayrou, il convoque, donc l'initiateur de ce renouveau du terme de la moralisation, il convoque le 1er juin 2017, 15 jours après son entrée en fonction, une conférence de presse annonçant que des lois sont en préparation et vont être adoptées. Alors ces lois l'ont été de manière assez rapide. L'urgence a été déclarée par le gouvernement sur ces textes, comme sur bien d'autres depuis le début de ce quinquennat. Et les deux textes ont été promulgués après saisine du Conseil constitutionnel qui s'est prononcé le 8 septembre 2017. Ces deux textes ont été promulgués le 15 septembre 2017. Voilà pour le contexte. Maintenant, s'agissant des textes, est-ce que ces deux lois permettent de dépasser l'ère du soupçon? Évidemment que non, pour des raisons simples qui tiennent à leur objet, particulièrement limité. S'il en était besoin, c'est une question qui peut se poser, pour moraliser par les biais des textes, pour moraliser la vie publique, il faut nécessairement commencer par le haut de la pyramide avant de s'attaquer au bas. C'est vrai pour les personnes, mais c'est vrai aussi en matière normative. Et en particulier, la normalisation annoncée supposait des mesures d'ordre constitutionnel qu'il aurait été évidemment préférable de prendre avant d'adopter les mesures de nature organique et législative qui l'ont été par la loi du 15 septembre 2017, les lois du 15 septembre 2017. C'est ainsi qu'il y a eu une inversion de l'ordre des priorités, puisqu'on a commencé par le moins important en termes symboliques, c'est-à-dire les lois organiques et ordinaires, avant de s'attaquer à l'avenir à la loi constitutionnelle. Donc il y a déjà tout un pan de la moralisation annoncée qui ne pouvait pas, par définition, figurer dans les deux lois qui ont été adoptées il y a un peu plus d'un mois. C'est le cas, par exemple, pour le casier judiciaire vierge, qui, contrairement à ce qu'indiquait le président de la République, ne figure pas dans les lois de moralisation. C'est le cas aussi pour d'autres éléments, la suppression de la Cour de justice de la République, la rénovation du Conseil supérieur de la magistrature, que sais-je encore. Donc il y a déjà eu ce hiatus qui fait que les lois de moralisation ne peuvent qu'être imparfaites. Et puis l'autre élément d'imperfection, il tient à l'objet limité
des deux lois du 15 septembre 2017. Leur intitulé est parlant à cet égard. Il a donné lieu à beaucoup de débats auprès des parlementaires. Et celui qui a été retenu, ce sont des lois qui sont relatives à, j'ai oublié le titre, la confiance dans la vie politique. Politique, c'est important, politique, et non pas public. Le législateur ayant clairement souhaité indiquer que la question de la prévention des conflits d'intérêts des agents publics, et le cas échéant des magistrats, était hors du champ de leur réflexion. Par conséquent, tout ce qui concerne le pantouflage, le fonctionnement de l'ENA, l'utilité de conserver Polytechnique, les grandes écoles, etc., est hors du champ de ces lois. Or, c'est précisément pour cette raison que François Bayrou, en février 2017, avait interpellé Emmanuel Macron. Il souhaitait que soient dissociés les enjeux politiques des enjeux financiers, ayant sans doute à l'esprit le fait qu'Emmanuel Macron était passé par une grande banque privée, que ça pouvait influencer la manière d'exercer le pouvoir, si tant est qu'il lui était dévolu. Donc il y a tout ce pan qui, encore une fois, est en dehors du champ des deux lois du 15 septembre 2017. Et enfin, pour ne pas être trop long et laisser les autres intervenants prendre la parole, enfin, le contenu même des lois est on ne peut plus indigent. Je suis stupéfié de lire des lois aussi longues, les textes sont très longs, très denses, des lois aussi longues qui comportent aussi peu de dispositions intelligibles et pratiquement utiles. Je vais donner un ou deux exemples de modifications qui ne sont pas de révolution, comme dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire de retour au point de départ. Par exemple, la réserve parlementaire. Ah oui, elle est supprimée. La pratique de la réserve parlementaire, une folie. Vouloir supprimer une pratique, il suffit de pas la mettre en œuvre pour qu'elle soit supprimée. Mais bon, le législateur, dans sa sagesse, et le Conseil constitutionnel a validé, la suppression d'une pratique. Elle est supprimée, d'accord. Mais la pratique de la réserve ministérielle a été confirmée, validée par le Conseil constitutionnel au nom de la séparation des pouvoirs. De sorte que ce qui est interdit au titre de la réserve parlementaire pourra être permis au titre de la réserve ministérielle, ce qui est pire encore que la réserve parlementaire, parce que la réserve ministérielle, c'est le népotisme du seul point de vue du gouvernement, qui peut faire ce qu'il veut avec les crédits qui sont votés en loi de finances. Donc au lieu d'avoir 900 personnes qui saupoudrent de l'argent public, on aura une personne, Emmanuel Macron, qui décidera qui pourra bénéficier de tout cet argent public sur le territoire français. Donc on verra ce que la loi de finances dira à cet égard, mais sur le plan des principes, cette suppression de la pratique de la réserve parlementaire n'a rien changé, étant entendu en plus que la majorité de La République En Marche, ainsi que de nombreux autres parlementaires, étaient au fond assez défavorables à cette suppression. Autre exemple, les activités de conseil des parlementaires. Ah oui, le président de la République l'a dit, le 15 septembre 2017, c'est fini. Les parlementaires ne pourront plus cumuler leur fonction et une activité de conseil. C'est fini. Enfin, c'est fini pas tout de suite, ce sera fini en 2022. Et encore en 2022, pas pour les personnes qui auront créé leur entreprise de conseil un an avant la date de l'élection. Ce qui fait qu'un parlementaire ou un candidat un peu malin peut tout à fait échapper à cette interdiction. Aucun plafonnement des revenus, aucune interdiction sèche, rien du tout. Donc c'est une coquille vide qui a été adoptée. Encore un exemple, la peine d'inéligibilité qui a été votée par le Parlement prévoit, la peine complémentaire d'inéligibilité n'est pas automatique. Je ne sais pas si c'est bien ou pas qu'il faut que la peine soit automatique, mais c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas automatique, il revient au juge de décider si, en plus d'une condamnation pour crime ou pour certains délits, la personne concernée sera inéligible ou pas, et pour quelle durée. Donc il n'y a pas d'automaticité. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je dis simplement que ça ne correspond pas à l'affichage, à la communication qui a été faite autour de cette loi. Les emplois familiaux dans les collectivités publiques, et en particulier au Sénat, à l'Assemblée nationale. Là, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Déjà, le Conseil constitutionnel a censuré l'interdiction des emplois familiaux dans les cabinets ministériels.
Et pour le Parlement et l'Assemblée nationale, l'interdiction est limitée aux parents, aux frères et sœurs et aux enfants. Quelque chose comme ça, aux époux, oui, aux parents, aux époux et aux enfants. Bon, ça n'interdit pas les recrutements croisés, et surtout ça ne résout pas le problème. Là, je parle sous le contrôle d'Eric Alt, mais la bonne réforme à faire, ça aurait été d'interdire aux parlementaires de recruter quelques personnes que ce soit. Un parlementaire n'a pas à signer un contrat de travail. Ça ne peut pas rentrer dans ses attributions, et c'est d'ailleurs infiniment mieux pour le parlementaire, puisque n'étant pas employeur, le parlementaire ne peut pas être attrait devant les juridictions, comme cela a été le cas, même y compris récemment, pour certains attachés parlementaires qui se retournent contre leur employeur. Donc la bonne réforme, la seule bonne réforme, c'était de faire en sorte que les assistants parlementaires soient recrutés par la personne qui les paye, c'est-à-dire la Chambre concernée, le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Enfin, et j'en termine par là, ces textes non seulement ne changent rien à la lutte contre les conflits d'intérêts, mais même en recréent sur un point particulier, s'agissant de la présidence de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. La loi du 11 octobre 2013, que j'ai évoquée il y a un instant, avait prévu qu'un parlementaire ne pouvait plus présider cette commission de surveillance. Eh bien, il se trouve qu'un député de La République En Marche, Gilles Legendre, préside cette commission depuis le 19 juin 2017, alors qu'il n'en avait légalement plus la possibilité. Laurent Mauduit a fait un papier à ce sujet dans Mediapart. Au lieu de valider cette interdiction et de faire démissionner Gilles Legendre, qu'a fait la majorité parlementaire, soutenue par le gouvernement, elle est revenue sur la réforme du 11 octobre 2013 et a permis, au cas d'espèce, que la commission de surveillance puisse être présidée par un parlementaire. Ce sont donc en réalité des coquilles vides qui ont été adoptées le 15 septembre 2017. Sur le plan de la communication, l'opération est réussie. Sur la question de savoir si on a changé d'air, AIR, et d'air, ERE, je crois que la question reste ouverte, mais peut-être que les autres intervenants ont des réponses plus assurées que les miennes. Donc Pierre Lascou, j'ai fait ma carrière au CNRS, j'ai aussi été enseignant, et dans ce domaine, on peut dire des atteintes à la probité publique, où on brasse toujours beaucoup d'idées, on fait souvent beaucoup de morale, et où on porte très facilement des jugements normatifs, ce que j'ai essayé de faire humblement en tant que sociologue empiriste, c'est de faire deux types d'enquêtes. Des enquêtes d'abord sur la perception, ou sur les représentations sociales de corruption entre guillemets ou des atteintes à la probité publique, parce que pour moi, une des grandes questions qui se posent à notre démocratie, mais pas simplement française en général, c'est le degré, ce dont on parle assez peu, qui est le degré relativement élevé des citoyens à l'égard des pratiques d'abus de pouvoir quand ils ne sont pas eux-mêmes demandeurs de transgression quand cela concerne leurs propres intérêts. Donc ça, c'était un de mes sujets. Et l'autre sujet était depuis j'ai essayé de reconstituer, disons, depuis 1988 et un peu avant, mais surtout depuis 1988, où il y a une quinzaine de lois et de règlements qui ont été adoptés, les conditions d'élaboration de ces législations, pour faire de la sociologie législative. Voilà. Alors aujourd'hui, d'abord, je voudrais commencer par un très petit hommage à l'action d'Anticor que je connais bien depuis longtemps, et en particulier pour sa dimension d'engagement judiciaire et pour avoir suivi de près le procès de Jacques Chirac. Je n'ai pas oublié que s'il n'y avait pas eu Anticor, le procès de Jacques Chirac n'aurait certainement jamais abouti, et surtout, je pense qu'il n'aurait jamais été condamné, puisque je pense pour les jeunes générations, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Anticor a été le seul à porter en tant que partie civile l'accusation quand le parquet et la ville de Paris, qui était victime, avaient retiré toute demande et toute plainte. Et donc voilà. Et puis aussi, des affaires plus récentes. Enfin, il est certain que tout ce qui concerne les affaires autour des biens mal acquis n'aurait jamais émergé si Anticor ne s'y était pas impliqué. Donc ces éloges faits, je vais commencer par, disons, quelques remarques un peu critiques
et qui, je dois dire que j'ai été assez déçu. J'avais accepté, bien sûr, le principe de venir à cette journée. Quand j'ai vu le titre qui nous était proposé, malgré le point d'interrogation, cette expression « en finir avec l'heure du soupçon » me déplaît, si vous voulez, me met mal à l'aise, et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, soupçon. Pourquoi soupçon ? De quoi s'agit-il ? Me semble-t-il, les exemples qui ont été donnés, ceux que les gens pouvaient avoir en tête, ne concernent pas des soupçons. Le problème qui se pose, c'est l'existence de transgressions, d'abus de pouvoir par les détenteurs de l'autorité. Et que avant 1988, avant qu'il existe un certain nombre de règles précises sur le financement des campagnes, puis du financement des partis, les partis de droite comme de gauche se finançaient de façon illicite par la pratique d'abus de biens sociaux commis par des entreprises et aussi par des activités de corruption. On n'est pas dans du soupçon, on était dans des transgressions tout à fait acceptées, tolérées, intégrées, etc. Et depuis 1988, il y a toute une série de règles qui ont été introduites. Il y a un effet normatif cumulatif au coup par coup, on y reviendra, de telle sorte que aujourd'hui, il y a tout un ensemble de règles sur le financement de la vie politique et, disons, une limitation progressive d'un certain nombre d'abus de fonction, qui font que la question qui se pose, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est est-ce que les acteurs en responsabilité publique, dans quelle mesure respectent-ils les normes qu'ils ont la plupart du temps votées ou que leur parti a soutenues. Donc on n'est pas dans une ère du soupçon, on est dans une période, on peut dire, de transition. L'histoire va lentement, l'historien peut nous donner son avis là-dessus, où on a introduit un certain nombre de régulations de l'activité politique qui posent évidemment des difficultés parce que l'activité politique est paradoxale, on peut le dire, voilà, je vais à l'essentiel, en disant que c'est une activité qui produit beaucoup de règles pour les autres, pour les citoyens, pour des gens comme nous, et que les élus, les parlementaires et aussi les gouvernements ont toujours eu beaucoup de difficultés à, disons, faire adopter des normes qui les concernaient. Je reviendrai plus tard sur ce point. Alors quand on parle de soupçons, est-ce que l'on veut dire que ce sont les transgressions de quelques-uns qui jettent le discrédit sur la très grande majorité des autres ? Peut-être, sans doute, mais ce que moi je voudrais relever, et c'est un de mes centres d'intérêt, c'est la question donc, de la tolérance. Il faut aussitôt ajouter que cette majorité aux mains blanches a toujours été extrêmement tolérante à l'égard des transgressions de ses pairs, et que à peu près aucun signalement, à part sous forme de règlement de compte politique, n'est jamais venu pour finalement créer une autorégulation, disons, du milieu politique et en particulier du milieu parlementaire. Et donc pendant des décennies, le financement des partis politiques et des campagnes par les entreprises en échange de quelques services, n'a jamais posé de problème à personne, pas plus que pendant des décennies, le népotisme, y compris celui qui pouvait se traduire par des emplois fictifs. Donc, également, autre exemple, non pas de nom, la question du cumul d'emplois entre un mandat électif et le salariat par une entreprise ou un acteur économique privé était évidemment était connu, voilà, mais n'a jamais été soulevé par quelque acteur politique que ce soit. Donc, pour finir avec ce point, je voudrais souligner, c'est que ce qui me gêne, disons, dans la nouvelle législation, peut-être ça rejoint ce que mon prédécesseur a dit, c'est le fait que dans beaucoup de dispositions, d'ailleurs que ce soit des lois de 2013 comme celle de 2017, au nom de la séparation des pouvoirs, il y a beaucoup en fait, de règles qui sont énoncées, que l'on pourrait dire des règles creuses, dont le contenu
dont la définition du contenu est renvoyée aux responsables des assemblées, à leurs déontologues, au bureau des assemblées, etc. Et on peut dire que finalement, ce que l'on attend, c'est que les parlementaires s'autorégulent. Et là-dessus, vu on peut dire ce que l'on a pu observer depuis 30 ans, on ne peut être que réservé. Et dans le sens d'ailleurs de ce que disait mon prédécesseur, je crois que là on peut aller un peu plus sur la précision. Monsieur Ferrand, président du groupe de la République En Marche, a fait adopter par son nouveau groupe de députés en juillet 2017 un texte dans lequel il demandait le maintien de la réserve parlementaire contre l'avis du gouvernement. Et on a été obligé de faire revoter le groupe une deuxième fois. Donc, l'ambivalence est de ce monde. Et ça me conduit à mon deuxième point. Je suis aussi mal à l'aise avec le terme « sortir ». De quoi veut-on sortir? Est-ce que ce terme renvoie à un rêve de pureté, de transparence absolue? Pour moi, c'est un cas une situation de politique fiction totale. Et moi, j'ai toujours, beaucoup de réticence, de méfiance à l'égard de ceux qui aspirent ou promettent un monde sans déviance, sans transgression. Rappelons Durkheim, qui considérait que la vie sociale était un aller-retour permanent entre l'énoncé de règles qui renforcent le collectif et l'existence de débordements individuels et collectifs qui questionnent cet encadrement des comportements. Et il n'énonce pas ça, par cynisme, mais au contraire par réalisme. Et donc, la démocratie repose sur toute une série de délégations de pouvoir et, de mon point de vue, l'enjeu principal est le cadrage des activités de prise de décision, politique, et le contrôle qui doit être exercé sur les débordements, les dépassements et les différentes formes d'abus de pouvoir. Et pour finir sur ce point, on peut dire que les atteintes à la probité prolifèrent quand il y a un manque de règles ou quand il y a des règles lacunaires qui cadrant les intérêts individuels ou collectifs, mais aussi, et c'est une grande spécialité française, par défaut de structures veillant à la mise en œuvre de ces règles. Un code de la route sans gendarme sera à la fois ineffectif et inefficace. Et en sens inverse, on l'a vu parmi les changements en cours, la création d'organismes dotés de pouvoirs, mais aussi la nomination de responsables dans ces organisations qui exercent les pouvoirs qu'on leur attribue, comme on l'a vu faire avec la haute autorité ou avec le parquet financier, on voit bien que des organismes actifs permettent d'introduire un certain nombre de changements. Je passe. Mon dernier point, qui complète aussi ou ajoute un certain nombre d'éléments à ce qu'a dit mon prédécesseur, ce qui m'a, alors on peut dire, interpellé, disons, dans ces derniers mois, c'est le processus législatif et son absence de méthode. J'imagine que le président d'anticorps comme celui de Transparency ont été auditionnés. On n'en sait même rien. La façon dont ces lois ont été préparées dans une sorte de boîte noire absolue, il n'y a même pas eu un rapport, soyons, c'est ambitieux, une note préalable de M. Bayrou qui aurait indiqué au fond quelles sont les intentions, etc., créant un minimum de consultation, tout ça. Donc on est une fois de plus en France dans une situation de production de lois par action-réaction, ce que les anglo-saxons appellent des productions législatives dos au mur. Ou avec le revolver sur la tempe. Il en a été question à propos le déclencheur qui a été l'affaire Cahuzac et qui a suscité toute une série de règles qui n'avaient rien à voir avec la fraude fiscale, et ça a été la même chose dans la période récente avec la situation, les pratiques de M. Fillon, où ça a été l'occasion d'introduire toute une série de règles autres.
Mais ces montages législatifs se font toujours à petits pas, au coup par coup. Et je rappelle, comme ça pour le souvenir, mais enfin c'est un document très important, il y a eu le seul grand rapport qu'il y a eu en France faisant le point sur portant des diagnostics sur le maximum, disons, de problèmes d'atteinte à la probité publique et faisant toute une série de propositions de réponses à ces situations-là, date de 1993, c'est le rapport Boucherie, qui est accessible à la documentation française, qui doit faire, dans mon souvenir, au moins 3 ou 4 gros tomes, avec les auditions qui ont été faites, les rapports, toute une série d'analyses. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a peut-être 20% des propositions de M. Boucherie qui ont été suivies des faits. Alors, quant aux lois de septembre 2017, je serai bref. Je serai un peu plus précis que mon collègue, parce que moi j'ai pris très au sérieux les errements sur l'intitulé d'une loi. Quand l'intitulé d'une loi change, je crois que ça a été, si j'ai lu ça, j'ai pas tout suivi, enfin il y en a au moins entre 8 et 10 versions. Le terme moralisation que vous avez repris donc n'existe plus, et ce va-et-vient entre, moralisation de la vie publique ou de l'action politique, rétablissement de la confiance dans l'action publique ou dans l'action politique, etc. Ces va-et-vient sont absolument typiques du fait que, au fond, le projet qui a été construit s'est fait au coup par coup, qu'il n'y a pas vraiment eu une réflexion sur des principes de fond à adopter. Et puis la deuxième remarque que je ferai sur le titre, c'est que j'ai été, de mon point de vue, alerté par cet intitulé qui est loi en faveur de la confiance dans la vie politique. Moi, je pensais que les textes de loi, le droit, s'adressaient directement aux acteurs dont on veut cadrer les comportements. Donc, même si le terme moralisation n'était pas tout à fait satisfaisant, puisqu'il n'est pas question de morale, bon, voilà, on pourrait dire cadrage des activités politiques ou cadrage de l'action publique, le terme confiance est au contraire un effet. Donc c'est un texte qui s'adresse à des citoyens, et s'adressant à des citoyens, en fait, norme l'activité politique. Donc là, il y a quelque chose de tordu que je trouve extrêmement insatisfaisant. Voilà. Sur le contenu, oui, je crois que vous avez dit l'essentiel. Est-ce que j'avais quelque chose de plus à dire sur les conflits d'intérêts? Donc aussi, enfin, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a quand même. Moi, je serais moins négatif que vous, au sens où je trouve que, évidemment, il y a un certain nombre de normes creuses. Toutes celles qui renvoient à des décisions, disons, des assemblées, de leurs bureaux, etc., ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a un certain nombre, quand même, de mesures qui sont introduites, mais bon. Gardons l'idée. Par exemple, ce qui avait été introduit en 2013 sur le fait qu'il y ait des obligations de déport au nom des conflits d'intérêts, que ce soit au niveau des ministres ou que ce soit dans les assemblées, les personnes qui sont qui ont des liens d'intérêt, doivent se retirer, ne pas participer à la décision, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui est positif. Et dans la loi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces déports doivent être rendus publics. Il y a des registres qui doivent être tenus pour savoir si une personne ayant un lien d'intérêt s'est ou non déportée. Enfin, retirée. Enfin, voilà, c'est le terme juridique, on parle de déport. Bon, voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de choses. Alors maintenant, le fait que, je suis tout à fait d'accord, le fait que la focalisation soit centrée sur les parlementaires est frustrante, qu'il n'y ait rien sur les activités de lobbying à l'égard du gouvernement. Et pour moi aussi, un des points sur lesquels j'avais essayé de rendre les choses un peu visibles, c'est aussi le problème de conflit d'intérêts. On pense toujours, donc c'est l'emprise des intérêts privés, disons, sur les décisions publiques, sur l'intérêt général. Mais il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts entre public et public. Et le fait qu'il est possible,
par des acteurs publics de cumuler des fonctions administratives, par exemple au Conseil d'État, à la Cour des comptes, etc., et d'exercer un certain nombre de fonctions politiques, en particulier dans les exécutifs locaux. Il est aussi possible de cumuler des fonctions au sein d'une instance comme le Conseil d'État et puis des établissements publics, etc. Le fait aussi que les déclarations d'intérêt des hauts fonctionnaires ne soient pas consultables. Enfin, longue est la liste. Voilà, pour conclure et pour être constructif, j'attire l'attention d'Anticor, de ses responsables, sur le fait qu'il me semble qu'il y a une question très importante qui souvent est traitée par les législations étrangères et qui en France, on peut dire, a disparu des radars, c'est celle des marchés publics, qui est typiquement une activité qui se prête à, disons, du favoritisme et voire de la corruption politique et administrative. Or, depuis on peut dire les lois de 93 à la suite du rapport Boucherie, toute une série de lois et de décrets, dont en 2015, 2016, etc., ont au contraire introduit des restrictions au cadrage des activités de marché public. Et voilà, il me semble que ce domaine-là pourrait être un sujet de préoccupation pour la nouvelle agence française anticorruption, donc introduite en 2016. Mais je pense qu'une initiative et un travail, disons, d'investigation d'Anticor pourrait aussi avoir un rôle très utile pour stimuler la mobilisation publique et la visibilité de cet enjeu. Je vous remercie. Comment aurais-tu intitulé en fait la table ronde idéale à laquelle... Je vais partir du même problème. Pierre, tu n'as pas non, je n'ai pas pensé à ça. Mais... tu n'as fait que critiquer. J'enchaîne ? Oui, bien sûr. Je suis très heureux d'enchaîner parce que je voulais justement commencer par une critique du titre, mais avec une proposition pour ma part. C'est mieux. Mais d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation qui vient d'une rencontre avec Eric Alt lors d'une discussion qui m'avait beaucoup marqué aussi. Donc je suis très, très heureux de pouvoir participer à cette discussion aujourd'hui. Et en effet, pour aller très vite aux quelques points que je voudrais développer, j'ai été moi aussi surpris par le titre. Et plutôt que de le critiquer d'une manière générale, je me disais à quelles conditions, ou bien sortir de l'ère du soupçon, mais pour rentrer dans quoi? Et c'est vrai que là, je vous rejoins totalement. À mon avis, il est illusoire, trompeur et mystifiant de prétendre qu'on sort du soupçon pour rentrer dans la confiance ou dans la moralisation. Même parfaite, c'est juste une erreur de catégorie, il me semble. Par contre, on peut sortir de l'ère du soupçon à condition que ça ne signifie pas sortir de la critique. Et moi, je pense qu'au contraire, on ne sort de l'ère du soupçon qu'en renforçant la critique et même en défendant ce que j'aurais tendance à appeler des institutions critiques. Donc moi, je l'aurais appelé rentrer dans l'ère de la critique, mais de la critique justifiée et qui permet justement, en effet, de sortir du soupçon. Alors, on voit bien quand même ce que veut dire le risque du soupçon. C'est le risque, en effet, d'une perte de confiance généralisée précisément dans les institutions. Je pense que c'est ça le véritable danger. Et ça n'est certainement pas en passant à un niveau psychologique ou moral qu'on renforce la confiance dans les institutions. On peut renforcer la confiance dans les institutions que par des ressources institutionnelles, il me semble, et donc il y a une erreur de catégorie. Si je faisais une toute petite... donc il me semble au contraire qu'on ne peut... la thèse que je voudrais défendre, c'est que les problèmes critiques dont il est question étant structurels, en quelque sorte, dans les démocraties, et comme vous l'avez dit aussi, on ne peut sortir de cette perte de confiance, non pas en passant au problème psychologique ou moral de la confiance, mais en créant des institutions qui permettent d'affronter les problèmes et de maintenir un cap critique. Je vais essayer d'essayer de donner une ou deux indications encore, qui permettent de maintenir en effet toute la fonction de la critique, c'est-à-dire de maintenir
de comprendre là où il y a problème, là où ça n'est pas forcément un problème, et cette ligne mouvante des nouveaux problèmes, et ne pas prétendre qu'on va faire disparaître les problèmes, mais plutôt qu'on va les traiter. Voilà, c'est un petit peu ça l'angle général que je voudrais affronter. D'ailleurs, si je faisais une toute petite digression sur l'expression ère du soupçon, je pense que c'est la même chose en philosophie. Comme vous savez, la notion d'ère du soupçon, elle est apparue dans les années 60, dans ce qu'on appelait Freud, Marx, Nietzsche, les trois grands maîtres du soupçon, qui derrière chaque pensée voyaient soit la vie, soit l'économie, soit l'inconscient. Et on disait, voilà, les années 60, c'est l'ère du soupçon. Il y a eu un grand retour de bâton anti-critique, justement, anti-pensée 68, comme on disait en philosophie, anti-critique, parce que c'était peut-être aller trop loin, dans l'idée que nous ne pensons pas, mais ça pense en nous, le pouvoir, l'inconscient et le reste. Et finalement, aujourd'hui, je pense que c'est pareil. Il faut peut-être revenir à l'idée que ça existe, le pouvoir, l'inconscient et le reste, mais ça ne nous empêche pas de penser par nous-mêmes et d'être des sujets moraux, mais il faut un intermédiaire qui est la pensée critique. Donc, moi ce que j'aurais envie de dire en 2 temps très rapides, c'est je pense qu'il faut renforcer et même revendiquer les institutions critiques. Et que l'enjeu, c'est qu'il faut sortir du soupçon pour rentrer dans la critique, mais en la revendiquant comme un progrès. Et pas seulement en dénonçant des mots, et en se pensant soi-même comme des médecins, en quelque sorte, en un sens négatif. L'image médicale, évidemment, me vient, et dans anticorps aussi, j'entends l'image médicale, anti-immunitaire, disons, face à des problèmes, mais pour lesquels le corps, on peut sécréter des remèdes. Eh bien, je pense que, oui, il faut revendiquer la critique comme un progrès politique et comme une avancée pour tous, y compris dans nos vies quotidiennes. Je prendrai l'exemple de la santé, évidemment, où l'institution d'agence de sécurité sanitaire a sauvé le système de santé français contre des accusations. Ce n'est pas une loi sur la confiance dans le médecin, mais c'est plutôt la création d'agences qui a sauvé la transfusion sanguine en France. Et donc, on voit bien que la question de la confiance, c'est en effet une question très importante, morale et même vitale, sans laquelle on peut mourir. Mais curieusement, elle ne se traite... comme c'est la confiance dans les institutions dont il est question, on ne la rétablit, même moralement et vitalement, qu'au niveau des institutions. Et donc, moi j'aurais envie de dire qu'il faut en effet... D'abord, renforcer les institutions critiques. Par institutions critiques, il faut entendre plusieurs choses, et je les élargirais même, pas seulement aux institutions créées dans les contre-pouvoirs institués par le pouvoir lui-même, comme la haute autorité ou les agences dont je parlais, mais je pense qu'il faut y inclure évidemment les associations comme la vôtre, la presse, un certain nombre d'autres dimensions, comme évidemment aussi les tribunaux. Moi, je peux les inclure dans les institutions des contre-pouvoirs, évidemment, instituées comme telles. Et la question constitutionnelle est du coup fondamentale, évidemment, mais il faut comprendre, comme le font certains théoriciens de la République, par exemple Philippe Petit, que la démocratie consiste à instituer ces institutions critiques, que ce soit dans la sphère étroite, disons, de la Constitution, ou dans la sphère large de la protection des institutions critiques, y compris, disons, même parfois la rue, qui, en un certain sens, est une institution, puisque manifester est un droit, et donc la rue est une institution, la presse, Donc je pense qu'il faut renforcer et revendiquer ces institutions critiques. Par critique, il faut entendre 3 choses, à mon avis. D'abord, la capacité de dénoncer, évidemment, la capacité de dénoncer ce qui viole les lois, la capacité non seulement parce qu'il ne suffit pas qu'une chose soit interdite, mais il faut qu'il y ait des institutions capables, en effet, de porter les cas devant les instances, et puis aussi de mettre en œuvre ces interdictions. Donc là, on est dans un cas typique. Je vais essayer de dire ce qu'il faut entendre par corruption aussi dans un instant, mais il faut des institutions qui soient capables de dénoncer, d'accuser, de juger. Ces institutions sont critiques aussi au sens d'un autre sens du mot critique, qui est la question de la séparation. Et il est très clair que la question de la séparation des ordres de pouvoir est au cœur de la question de la corruption.
C'est évident pour un certain nombre de sujets, mais ça peut être défini en principe. Comme vous le savez, il y a eu un débat dans les années 80-90 aux États-Unis sur la question de la théorie de la justice. Il y avait le grand livre de John Rawls sur la justice et les grandes institutions, sur liberté et égalité, le partage du pouvoir et de la justice sociale. Il y a un livre très important que vous connaissez tous, sans doute, de Michael Walzer, qui s'appelle « Les sphères de justice » et qui définit chaque sphère de pouvoir comme une sphère, comme une sphère indépendante, la question de la justice étant la séparation entre ces sphères. Il y a l'économique, le juridique, le politique, il inclut même l'amour et la famille. Et dès qu'il y a interférence entre ces sphères, il y a corruption et la justice consiste à séparer la séparation des sphères, à respecter la séparation des sphères. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est à un point où il faut combiner Walzer et Rawls. C'est-à-dire qu'il faut que le diagnostic de Walzer rentre en effet dans les institutions de base d'une société politique et que la séparation des pouvoirs ne se limite pas à la séparation des trois grands pouvoirs, mais à la séparation de tous les pouvoirs. C'est évidemment très difficile puisque nous sommes tous des lieux d'intersection de pouvoirs, tous plus ou moins, hein, et que d'une certaine manière aussi, ça peut paralyser certains pouvoirs. On voit très bien que dans l'éthique médicale, par exemple, moi je suis en effet membre du comité d'éthique, il y a des déclarations d'intérêt, il y a des choses. C'est encore assez limité dans ce cadre, en tout cas pour quelqu'un qui vient des sciences humaines, c'est assez facile d'essayer de maintenir une séparation avec les laboratoires. Certains médecins disent qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de travailler dans le respect de toutes les règles des séparations d'intérêts qu'à la limite, on ne pourra faire expertiser un sujet que par des gens complètement incompétents dans le domaine. Donc la question de la séparation est ici fondamentale. Ce que je pense vraiment, c'est que comme vous le disiez, je suis d'accord avec ça, il ne s'agit pas d'éliminer un problème structurel, mais plutôt de définir des seuils et des critères. Et dans l'idée de revendication que j'aurais aussi, sur laquelle je conclurai, c'est l'idée que une des raisons simples pour lesquelles il ne peut pas y avoir de loi définitive sur la moralisation de la vie publique, mais plutôt une loi sur l'institution de la critique, moi je pense que ce qu'il nous faudrait, c'est une loi sur le renforcement des institutions critiques, c'est qu'effectivement il y aura tout le temps des nouveaux problèmes. Il y a des corruptions qu'on n'a pas encore prévues et qui vont arriver. On n'avait peut-être pas prévu qu'un ministre du budget ait des comptes cachés à l'étranger, on n'avait pas forcément prévu que... Enfin, on sera toujours surpris, comme dit Stendhal, le prisonnier est toujours un coup d'avance sur le geôlier. Donc, c'est donc fondamental plutôt de renforcer des institutions que d'essayer d'instituer l'amour ou la confiance ou la perfection. Et le troisième sens du mot critique sur lequel j'insiste, enfin qui est toujours un seul sens du mot critique, mais ça me paraît très très important de dire aussi que critiquer peut aussi être un moyen de disculper parfois. Et de justifier, c'est-à-dire aussi de critiquer en effet les soupçons abusifs. Et autant il faut critiquer les abus de pouvoir, autant il faut critiquer l'abus du soupçon. En effet. Et ça, c'est, je crois, fondamental pour une démocratie aujourd'hui, d'essayer de démentir par le droit, par les institutions, à la fois les abus du droit et la dénonciation abusive des abus du droit. Les idéologues du soupçon sont en effet en train de miner la démocratie. Parfois, ce sont les mêmes gens. On voit que l'actuel président des États-Unis est de deux côtés. Il est certainement du côté de l'abus et du conflit d'intérêts, mais il est aussi du côté de la dénonciation abusive de tous pourris, quoi. Il est tout à fait capable d'être pourri et d'être dans le tous pourri. Et donc, en fait, lui, il faut le condamner 2 fois, je dirais. Il faut le condamner 2 fois. Mais ça veut dire aussi qu'il faut parfois être capable de justifier quelqu'un contre une accusation abusive. Et il faut être capable de disculper. Il faut être capable d'accuser, mais il faut être capable de disculper. Et je pense qu'un homme politique aussi doit avoir confiance dans les institutions. Et donc ça me paraît être l'aspect positif de la revendication de l'institution critique est fondamental pour la démocratie. On doit pouvoir dire qu'on a confiance, y compris parce que parfois, bah oui, non, l'accusation était fausse, tout simplement. On s'en remet à la loi. C'est tout à fait fondamental. Vous êtes beaucoup plus juriste que moi, mais je pense que l'institution de la légitime défense, par exemple, ne vaut là aussi que si on sait qu'on va être jugé et que parfois c'était légitime, l'acte du type qui prétend avoir agi pour la légitime défense, parfois non. Et là, c'est absolument vital pour une société, parce que sinon, je peux sortir mon flingue et bon... Donc on voit bien que la question de la confiance dans le jugement, y compris pour la disculpation, pour éviter en effet le double risque de l'abus de pouvoir, mais de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire de ce tous pourri qui est quand même ce contre quoi il faut lutter, cette image de la pourriture qui
au fond, ne peut être désamorcé, le biologique ne peut être désamorcé que par l'institution, je pense, c'est tout à fait fondamental. Bon. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire renforcer les institutions critiques. Le deuxième point, mais en fait j'ai dit déjà à peu près tout ce que je voulais dire. Le deuxième point, c'est qu'il faut non seulement le renforcer institutionnellement, mais le revendiquer politiquement et philosophiquement. Et c'est là que je pense on a besoin d'être très nombreux, chacun à sa place. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une philosophie politique qui nous montre que la démocratie n'est pas pourrie, justement. L'image de la pourriture très, très intéressante. On va peut-être convoquer Shakespeare. Hein. Il y a quelque chose de pourri, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose de pourri? Eh bien, je pense que la vie continue toujours à produire du pourrissement. Ben, on jardine, on cultive, on institue, on fait des règles pour... Bon. Et on met des dates de péremption, enfin bref, ça se contrôle. Donc, juste simplement, ce qui me paraît très important dans cette image, c'est l'idée que ça n'est pas tout ou rien, et l'idée qu'au contraire, la démocratie avance en se prémunissant contre en définissant des seuils et des paliers où, au-delà desquels, disons, on intervient, on institue, on a séparé et on est capable de juger, de condamner, et que ce sont des progrès. Et que ce sont des seuils au-delà une fois qu'ils sont institués, en effet, la chose fonctionne plus ou moins. Mais ça peut être mis en branle, et on peut très bien imaginer, évidemment, un nouveau scandale majeur, sanitaire, etc. Par exemple, le sang et la transfusion sanguine n'est pas indemne pour toujours de grands scandales. Néanmoins, elle aurait pu s'écrouler. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit au début. Je pense que l'institution, la haute autorité de la transparence de la vie publique est un progrès majeur et que dans les années 30, une affaire comme celle de Cahuzac aurait conduit au fascisme encore plus rapidement que Stavisky et quelques autres. Donc, en un certain sens, on voit qu'une démocratie mûre, c'est une démocratie qui est capable Bon. Quel est le problème philosophique? Et je m'arrêterai là. C'est que le problème philosophique, c'est que ce n'est pas très sexy, entre guillemets, politiquement, comme idéal de justice et comme idéal de progrès, de défendre des HATVP ou des agences de sécurité sanitaire, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc comment est-ce qu'on fait pour que le renforcement des institutions critiques, qui ne propose pas une démocratie idéale, soit néanmoins un idéal politique? Comment est-ce qu'on fait pour que... eh bien là, c'est là que je pense qu'il faut une collaboration de toutes les institutions critiques, mais qui justement ensemble forment une sorte de démarche de progrès et qui soit solidaire, même si on distingue les problèmes. C'est une des thèses de la conclusion de ce petit livre aussi que j'ai essayé. D'abord, il faut mettre toutes les institutions au sens large, dans un même ensemble, même sans les confondre. Encore une fois, les lois, les associations, les institutions, la presse et peut-être aussi l'université, le savoir, la recherche, etc. C'est qui me semble en fait très important comme institution critique. Bon, je pense que c'est très, très important de les soutenir. Il faut les soutenir et sur tous les problèmes, mais en les séparant, mais en même temps en les reliant, j'allais dire, philosophiquement. C'est-à-dire, je pense que il y a des sujets qui peuvent paraître ingrats. Même au fond, la corruption politique, c'est vrai que ça peut paraître ingrat parce que celui qui dira tous pourris, ou au contraire celui qui dira ça y est, j'ai rétabli la confiance, la moralisation, auront un gain de communication. Mais par contre, si on explique que c'est la même chose pour protéger l'environnement, que c'est la même chose pour protéger la santé, que c'est la condition pour avoir confiance dans les vaccins et dans l'air qu'on respire, là, on sait qu'on est dans le domaine du vrai progrès, de la condition même du progrès démocratique. Donc moi, voilà, la petite chose que je voulais dire, laquelle je crois fortement et qu'on a tous besoin de travailler, c'est qu'il faut non seulement renforcer les tâches que vous faites et les inscrire mais il faut les inscrire dans un cadre global, non seulement négatif, mais positif, non seulement renforcer, mais revendiquer comme positif. Et pour ça, il faut faire un peu au minimum, tout ce que je viens de décrire, et sûrement j'en ai oublié. Donc être non seulement dans l'accusation, mais dans la disculpation parfois, dans le tri critique, et être non seulement sur la défensive, mais sur la revendication, et en montrant bien que la chose la plus ingrate, le contrôle un peu tatillon de transfert public-privé, et qu'il ne faut pas non plus interdire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer du public au privé, c'est aussi la condition pour qu'on respire un air respirable et pour qu'on ait des médicaments qui nous soignent sans nous détruire. Institutionnel,
il est question d'agences, il est question de gendarmes, il est question d'outils qui, s'il y a la loi, permet de faire respecter la loi, de l'appliquer, de la contrôler, de la mesurer, d'organiser, mais de lui donner des moyens à la fonction critique, au sens large du terme, y compris dans la critique qui peut être aussi contrôle. Il y a quand même en amont ce que vous disiez, Paul Cassia, c'est qu'on en est à des lois qui ressemblent à des non-lois, voire des anti-lois. Et là, cette thématique de la transgression qui a été peut-être bien soulignée par Pierre Lascoum, on peut s'interroger sur, non pas l'ère du soupçon, mais peut-être l'ère de l'anomie, figure classique de la sociologie, notamment celle de Durkheim qui a été citée tout à l'heure. Ces moments, parce que ça a été des moments dans l'histoire des sociétés, où tout d'un coup, il n'y a plus de règles, où il y a même le contraire des règles, c'est-à-dire qu'il y a la destruction des lois et des règles. Sommes-nous plutôt dans une époque comme celle-ci? Oui, Paul, bien sûr, vous pouvez reprendre un petit peu. Je voudrais juste donner un exemple de non-loi pour faire suite à ce qu'a dit Pierre Lascoum. Il a évoqué le registre public des déports qui est désormais ouvert devant chaque assemblée. Micro. Oups. Pardon. Déjà que je n'ai pas été applaudi, si en plus vous ne m'entendez pas. Il a évoqué donc le registre des déports qui est désormais ouvert par la loi organique devant chaque assemblée. Et il a trouvé que c'était formidable parce qu'en effet, ça permet de prévenir les conflits d'intérêts et de marquer cette prévention puisque on va avoir un petit document où on va savoir que M. Ferrand, par exemple, n'est pas intervenu dans la loi sur les mutuelles. Sauf que c'est pas si simple. Il faut lire la loi à la lumière de ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel. Point 18 d'une des deux décisions. Les dispositions en cause n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre un parlementaire à ne pas participer aux travaux du Parlement. Donc ça ne sert à rien. Il y a bien un registre qui est ouvert, mais à supposer même qu'il y ait conflit d'intérêts, le Conseil constitutionnel a dit ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre un parlementaire à ne pas participer aux travaux du Parlement. Ça ne sert à rien, ce registre. Premier exemple. Le second exemple de non-loi, et de renvoi, comme l'a dit Pierre Lascoum, à des dispositions ultérieures du règlement de chacune des chambres, c'est la question de l'IRFM. Alors oui, l'IRFM, c'est une question quand même très importante, puisque par exemple on a des scandales récents, et qu'on sait que l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui maintenant est contre l'état d'urgence alors qu'il l'a prolongé à 6 reprises, Jean-Jacques Urvoas a déposé plainte pour atteinte à la vie privée contre une personne qui avait communiqué des informations relatives à son achat grâce à l'IRFM de sa permanence parlementaire. Donc c'est vraiment une question très importante que celle de l'IRFM. Eh bien, je vous lis ce que dit la loi à cet égard. Je sais qu'il y a beaucoup de juristes ici, mais les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatif ou du versement d'une avance par l'Assemblée dont ils sont membres. Et c'est au règlement de chaque Assemblée de prévoir lequel des trois critères il va mettre en œuvre, voire les trois. Étant entendu que l'un de ces critères, le versement d'une avance par l'Assemblée, ce n'est rien d'autre que l'IRFM. Donc on pourra, c'est comme pour APB pour les lycéens, on pourra reprendre l'IRFM, mais sous une autre appellation. Et ce qu'il y a d'encore plus grave dans cette loi censée redonner la confiance dans la vie publique, c'est que tout à la fin de ces dispositions sur l'IRFM, il y a un texte qui dit ceci, je vais vous le lire, vous allez voir, on n'y comprend rien. Paragraphe 3, citation, dans le Code général des impôts, il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il en est de même des frais de mandat. On n'y comprend rien. Qui va aller chercher ce que veut dire cette disposition? Ce qu'elle veut dire, c'est que l'administration fiscale n'aura pas le droit de mettre son nez dans la manière dont l'IRFM, ou ce qu'elle va devenir, va être utilisé. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc dans une loi censée redonner confiance, il n'y a rien sur l'IRFM, et deux, pire encore, il est interdit à l'administration fiscale de mettre son nez dans la manière dont les parlementaires vont utiliser leurs frais de mandat. Merci Paul. Alors, juste un résumé de journaliste, c'est la loi qui organise la non-loi, la loi de la jungle, c'est-à-dire l'anomie. Juste un mot. Pardon.
Tout à l'heure, vous aviez quelque chose sur une réunion, enfin une table ronde sur l'évasion fiscale. Une publication toute récente de Gabriel Zucman, qui est économiste, malheureusement exilé aux États-Unis, et 2 de ses confrères, montre qu'aujourd'hui, les avoirs privés français, pas ceux des entreprises, sont à hauteur de 300 milliards d'euros qui sont en évasion fiscale. Avec le même économiste, en 2012, c'est avec lui que j'avais fait les évaluations, quand j'avais fait le livre « Ces 600 milliards qui manquent à la France », il me donnait 250 milliards. Ce qui veut dire que soit son estimation de l'époque était en fait sous-estimée, ce qui n'était pas le cas, puisque c'était les mêmes méthodes de calcul, ce qui veut dire que l'évasion fiscale, et ça je peux vous l'assurer, est en augmentation constante et dans des proportions considérables. Aujourd'hui, je vous lis juste une phrase, les 3520 ménages les plus riches de France, le top 0,01%, qui possèdent 400 milliards d'euros, en cachent pas moins de 140 milliards dans les paradis fiscaux. Voilà dans l'état d'anomie dans lequel nous sommes, puisque cette oligarchie-là s'autorise à faire ce que tous les autres citoyens ne peuvent pas faire. Voilà, donc R peut-être de l'anomie. Jean-Christophe Picard, président, oui, vous voulez peut-être le micro mobile, voilà. À vous la parole. Merci. Tout ce qu'on a entendu, puis d'autres choses. Je vais commencer par répondre à Monsieur Worms, qui nous invite gentiment à nous intéresser au marché public. Alors, on s'y intéressait, on a fait un rapport de 30 pages sur les marchés publics qu'on a rendu public il y a 1 an et demi. Mais qui n'intéresse personne. C'est ça le problème, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on travaille, nous, pour maîtriser les dossiers, mais les journalistes vont s'intéresser à Niessal, ils vont pas s'intéresser au rapport d'Anticor sur les marchés publics. Alors, quand on est auditionné par les assemblées, l'Assemblée nationale ou le Parlement, là, on peut évidemment expliquer nos positions, mais on est là sur des sujets qui n'intéressent pas grand monde, à part nous, mais nous, ça nous intéresse parce qu'on sait, effectivement, les abus qu'il y a dans ces marchés publics ou les délégations de services publics avec des zones de négociation, enfin c'est des trucs assez incroyables ce qui s'y passe et effectivement c'est beaucoup d'argent et ça conditionne en plus la qualité du service public. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors je vais essayer de répondre à la question de la table ronde, de sortir de l'ère du soupçon. Si je devais reformuler cet intitulé, je dirais comment rétablir la confiance finalement, ce qui est la question qu'on se pose quasiment tout le temps, hein, parce que évidemment on n'arrive jamais à complètement moraliser la vie politique ou la vie tout court, et donc il faut toujours repenser comment rétablir la confiance. Alors il y a encore après ces lois pour rétablir la confiance, et contrairement à ce qu'a dit le président de la République en signant cette loi, il y a encore beaucoup à faire et c'est pas fini. Moi j'étais un petit peu alors, déjà un peu déçu par le contenu de la loi, mais encore plus déçu par l'annonce du président qui dit ça y est, les promesses, je cite, hein, les promesses de campagne ont été tenues. Et ça y est, il ne parle plus de rien, il ne parle même plus de la loi sur la révision constitutionnelle qui avait été annoncée. Il n'en parle plus hein, dans son annonce. Hein. Il n'y a plus que nous qui parlons de cette loi. Hein. Donc je suis très inquiet parce qu'il avait l'air de dire que c'était fini pour 5 ans, alors que c'est juste un début, hein, évidemment, il faut continuer. Alors je vois 5 chantiers, je vais aller vite. Effectivement, le premier chantier, c'est la révision constitutionnelle, puisque tout ce qu'on n'a pas mis dans la loi ordinaire, puisqu'on nous disait c'est pas possible, alors on l'a pas mis non plus dans la loi organique, parce qu'on nous disait c'est pas possible. Bon, alors maintenant, il faut mettre ça dans la loi constitutionnelle, puisque ça au moins c'est possible. La procédure est plus lourde, mais c'est possible effectivement de limiter les mandats dans le temps, de supprimer la Cour de justice de la République, et d'interdire aux anciens présidents de siéger au Conseil constitutionnel. Ça c'est les 3 mesures qui ont été annoncées, qui avaient été annoncées, je sais plus où ça en est, mais ça avait été annoncé. Et nous allons nous battre au niveau d'Anticor pour qu'on impose le casier judiciaire vierge, la certification des comptes des partis politiques par la Cour des comptes, puisque on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est hallucinant ce qui se passe dans les partis politiques. Il y a quasiment personne qui contrôle rien. Enfin, c'est complètement fou. Hein. C'est de l'argent public quand même. Et puis, il faudrait aussi ajouter, on a parlé tout à l'heure des lanceurs d'alerte, il faudrait ajouter le pouvoir donné aux défenseurs des droits de soutenir financièrement les lanceurs d'alerte, parce que c'est quand même le problème numéro 1 des lanceurs d'alerte, c'est ça. C'est pas leur donner la possibilité de faire un procès pendant 15 ans pour qu'on leur reconnaisse leurs droits dans 15 ans. C'est
les aider à manger, parce qu'ils sont à la rue. Hein. Je veux dire, on a Stéphanie Gibault qui en parle d'ailleurs très librement, et elle est à la rue, quoi. Donc il faut les aider dès le départ. Hein. Dès qu'ils perdent leur salaire, il faut les aider, parce que ce sont des gens, si je reprends l'exemple de Stéphanie Gibault, elle a fait économiser 13 milliards à la France, c'est peut-être pas très normal qu'on la maltraite comme ça, quoi. On peut peut-être un peu l'aider. Enfin, voilà. Donc donner au pouvoir défenseur des droits d'aider financièrement les lanceurs d'alerte, enfin voilà, toutes ces mesures qui sont les mesures les plus intéressantes, qui pourraient vraiment changer la vie politique, hein, notamment la limitation des mandats dans le temps, sont dans une hypothétique révision constitutionnelle qui avait été annoncée il y a quelque temps. Deuxième chantier, c'est moraliser la vie politique locale. Ça, là aussi, on n'en parle plus, alors que Anticor est bien passé pour dire qu'il y a beaucoup d'abus au niveau local, parce que justement, ça n'intéresse personne et que personne ne s'intéresse à ce qui s'y passe. Alors, je ne vais pas vous citer tout ce qu'on pourrait faire, mais au moins renforcer, voire même modifier ce qu'on appelle le contrôle de légalité, c'est-à-dire l'autorité qui contrôle aujourd'hui les actes des collectivités, hein, c'est le préfet. La Cour des comptes en 2016 nous dit que le contrôle de l'égalité, sans même parler du contrôle budgétaire, c'est une vraie passoire, ça fonctionne pas, hein, c'est la Cour des comptes qui le dit. Donc il faut absolument modifier, voire complètement changer. Nous sommes pour remplacer le préfet remplacer le préfet dans sa mission de contrôle de l'égalité par des magistrats indépendants, parce que le préfet, il n'est pas complètement indépendant quand même, hein, c'est un fonctionnaire un petit peu bizarre, hein, qui est soumis à un devoir de loyauté, etc. Donc remplacer ce contrôle de l'égalité par une autorité dédiée qui serait composée de magistrats, où on pourrait également contrôler les recrutements dans les collectivités, parce que tous les attachés parlementaires qui vont se retrouver au chômage, vous inquiétez pas, ils sont dans les collectivités. Moi à Nice, ça y est, c'est les collaborateurs, les fils d'eux, les femmes d'eux, etc. Ça y est, ils commencent à intégrer l'organigramme de la ville de Nice. Il n'y a pas de problème, hein, et ça va être partout pareil. Hein. Ils vont pas être au chômage, les assistants parlementaires. Il n'y en aura pas un au chômage. Ils seront juste dans les cabinets, les chargés de mission, les chargés de la prospective, tous les trucs bidons. Ils vont se retrouver, ils vont être recasés parce que les parlementaires, ils cumulent les mandats. Donc ils sont aussi chefs d'exécutif à 80%. Donc ils auront, vous inquiétez pas, ils vont retrouver à se recaser. Donc il faut contrôler toutes les procédures de recrutement et pas seulement les recrutements au Parlement. Donc améliorer on va dire la moralisation de la vie politique locale, on pourrait citer les dépaysements des affaires judiciaires, etc. Il y a énormément à dire et à faire. Ça, c'est un chantier qui est bizarrement passé complètement à la trappe. Troisième chantier, ce serait, on l'a parlé un petit peu tout à l'heure des médias, ce serait favoriser l'indépendance des médias, parce qu'effectivement, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, il y a une polarisation des médias qui perdent leur indépendance et qui ensuite se censurent. Enfin, je pense que vous l'avez tous vu et compris. Il y a heureusement quelques médias indépendants, mais il faut les préserver, les protéger et puis favoriser certainement les journalistes d'investigation locaux. Parce que là aussi, au niveau national, ça va. Il y a encore quelques journaux qui vont sortir les affaires, mais au niveau local, c'est pas la presse régionale qui vit des annonces légales et qui vit des encarts publicitaires des politiques qui vont faire de l'investigation. Donc il faut impérativement développer, favoriser, encourager. Et heureusement, j'ai vu une initiative heureuse qui s'appelle Médiacité, qui est une sorte de Mediapart local, mais qui je crois, ils sont sur 2 villes, 3 villes, enfin, ça se développe petit à petit, ou 4 villes, voilà. Heureusement qu'il y a ça, il faut absolument qu'on ait cette presse à la fois nationale et locale, une presse d'investigation indépendante, parce que ça, c'est vraiment indispensable à la lutte contre la corruption. Quatrième chantier, vous voyez, je vais vite, c'est qu'on peut, pour moraliser la vie politique, il ne faut pas seulement moraliser la vie politique, il faut moraliser toutes les activités. On ne peut pas laisser dans le secteur privé se développer la corruption et la fraude et espérer qu'au niveau politique, ça soit étanche et complètement préservé. Évidemment, il faut tout moraliser et je ne vois pas pourquoi on s'intéresserait qu'aux politiques ou qu'aux parlementaires, en l'occurrence dans la loi pour pour la confiance dans la vie politique. Il faut moraliser toutes les activités et on sait rapport après rapport, pour ne prendre que l'exemple des tribunaux de commerce, on sait que ce qui s'y passe est inimaginable, les conflits d'intérêts à tous les étages, puisque ce sont des commerçants qui jugent d'autres commerçants, donc c'est vraiment, à la base, on comprend bien que c'est pas possible, et là, on en est au deuxième rapport calamiteux, et ça continue comme ça, donc il faut moraliser toutes les activités, privées comme publiques, bien évidemment. Et cinquième chantier, dont je suis étonné, dont personne ne parle, c'est moraliser ce qui se passe dans les partis politiques.
c'est très curieux, on estime que ce qui se passe dans les partis politiques, ça ne nous regarde pas, mais les partis politiques ont un rôle donné dans la Constitution. Les partis politiques concourent au suffrage. Donc ce qui se passe dans les partis politiques a une incidence, puisque ce sont eux qui vont désigner les futurs candidats, donc les futurs élus. Donc on a un petit peu intérêt à voir ce qui s'y passe. Est-ce normal d'avoir des partis politiques, et pas des moindres, les principaux, qui n'arrivent même pas à avoir un vote fiable? Rappelez-vous ce qui s'est passé entre Ségolène et Martine Aubry. On n'a toujours pas compris qui avait gagné en fait, ou qui avait le plus triché. Bon, rappelez-vous ce qui s'est passé entre Copé et Fillon, où ils n'arrivent même pas à une addition. C'est-à-dire que ils n'arrivent pas, ces gens-là qui ont été ministres, qui vont sans doute se retrouver ministres, n'arrivent même pas à additionner des votes. Et ces gens-là vont gouverner le pays. Enfin, il faut fiabiliser, y compris permettre des contrôles extérieurs si besoin. Il faut que les votes dans les partis politiques soient un petit peu sérieux et un petit peu contrôlés. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans les primaires, où moi je suis pour l'institutionnalisation des primaires, c'est-à-dire que les primaires des partis soient organisées avec les moyens de l'État, que tout le monde puisse aller voter et que ça soit contrôlé par l'État, parce que ce qui se passe dans les primaires, ça a une incidence sur la démocratie, puisque celui qui va gagner la primaire sera candidat du parti, qui est souvent des partis importants. Donc c'est quand même important de fiabiliser la procédure d'avant. Sinon, c'est celui qui a le plus triché qui va se retrouver candidat. C'est juste pas possible. Donc il faut impérativement s'intéresser à ce qui se passe dans les partis. Je ne parle même pas des parachutages, des choses je trouve absolument abominables, puisque on a des touristes électoraux qui font à peu près tous les départements et qui écœurent tous les militants locaux. Enfin, il y a des tas de pratiques évidemment à moraliser. Et en tout cas, il faut impérativement s'intéresser à ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'état des partis politiques, c'est une catastrophe. Il n'y a plus beaucoup de militants. Et il n'y a surtout plus du tout de jeunes. Parce que donc c'est un signe. Aujourd'hui, ils sont mal au point, mais ça sera pire demain. C'est même pas. Il ne faut pas imaginer qu'ils vont reprendre le poil de la bête, parce que plus personne ne veut aller dans les partis politiques, à part des gens qui prennent des cachets, parce que c'est quand même très dur. Parce que quand vous arrivez avec un peu d'idées, vous voyez ce qui se passe, les fausses cartes, les trucs. Vous savez qu'avant un congrès PS, au niveau des cartes, c'est x3. C'est-à-dire que le nombre d'adhérents augmente x3. Puis après, ça se dégonfle. Il y a des choses inimaginables. Ce sont des partis qui gouvernent. Le groupe UMP au Sénat a pris l'habitude de détruire la comptabilité du groupe à chaque changement de président. Le groupe UMP, ce sont des gens qui gouvernent la France ensuite. Ils détruisent la comptabilité. Vous imaginez si moi je dis, dès que je suis plus président, je détruis la comptabilité anticorps. Quand même, c'est bizarre. Bon. C'est juste pas acceptable qu'on laisse ces partis politiques faire ce qu'ils veulent, à la fois dans leur parti et dans leur groupe, parce que, évidemment, c'est une incidence. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, contrairement à ce que dit le président de la République, les lois sur la moralisation ne règlent pas le problème. Il faut continuer à revendiquer, exiger le changement et la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude fiscale.